bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre. Le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 140 sur le podcast Bien dans mon ventre, dans lequel nous allons parler de l'élément insoupçonné qui a tout changé dans mes troubles digestifs. Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle qu'il est soutenu par Pianto, un complément alimentaire qui apporte les bienfaits de la fermentation, un concentré de nutriments et riche en magnésium pour un bien-être au quotidien, dont je vous reparle en fin d'épisode. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'assez personnel puisque on va rentrer au cœur de mon parcours avec les troubles digestifs et comment j'ai notamment découvert qu'une candidose était au cœur du problème. C'était important pour moi de vous partager tout ça parce que beaucoup de personnes, y compris beaucoup de naturopathes et de professionnels de santé ou du soin, et y compris moi-même, ignorent parfois qu'une candidose peut être bien cachée et provoquer autant de symptômes variés et être vraiment au cœur d'un problème de trouble digestif. Et puis c'est aussi un moyen de vous rappeler que un trouble digestif peut cacher une cause beaucoup plus profonde et aussi, même si j'en reparlerai plus à la fin, mais qu'il y a rarement une seule cause et également une seule conséquence quand on a un trouble digestif. Il faut souvent aller un peu creuser. Il y a souvent plusieurs causes qui sont un peu entrelacées et qui entraînent aussi beaucoup de conséquences. Mais voilà, aujourd'hui je voulais vraiment vous parler de ça parce que je vais le développer tout au long de cet épisode, mais pour moi ça a été vraiment un gros changement dans la prise en charge de mes troubles digestifs et donc c'était important pour moi de vous raconter tout ça pour que ça puisse vous aider dans votre pratique de la naturopathie ou que ça puisse vous aider si vous souffrez vous-même de troubles digestifs. Donc pour vous remettre un petit peu de contexte, même si j'ai déjà pas mal parlé de mes troubles digestifs dans ces épisodes de podcast, puisque c'est aussi important pour moi de vous raconter pourquoi j'en suis arrivée à m'intéresser aux troubles digestifs et surtout tout ce que je fais moi sur moi-même pour essayer de limiter mes troubles digestifs. Donc déjà, pour remettre un peu de contexte rapide, effectivement, moi j'ai toujours eu mal au ventre. D'aussi loin que je m'en souvienne, depuis toute petite, j'avais déjà mal au ventre, toujours un truc qui allait pas, j'avais très souvent la nausée, voilà. Donc il y avait vraiment déjà un problème au niveau du ventre qui était présent depuis très longtemps, en tout cas depuis toute petite. Ça a été assez fluctuant tout au long de ma vie. Bien sûr, ça a été pire au moment de l'entrée dans la vie active et au moment aussi d'un peu de la vie étudiante parce que tout simplement hygiène de vie beaucoup moins bonne, le moment où on quitte un peu le nid familial, on fait un peu n'importe quoi, on mange un peu n'importe comment. Même si déjà à l'époque j'essayais quand même de faire les choses à peu près bien, j'ai toujours été intéressée par la nutrition, l'alimentation, etc. Mais bon voilà, forcément l'hygiène de vie et l'alimentation n'étaient pas au top. Et puis donc ça a vraiment été le pire au moment de l'entrée dans la vie active. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à chercher des réponses. C'est là où j'ai commencé à découvrir le syndrome de l'intestin irritable. Et puis c'est là aussi où j'ai découvert la naturopathie. Donc après, de nombreuses années après, parce qu'il a quand même fallu pas mal d'années avant que je puisse enfin me former à tout ça. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment creuser le sujet, tester des choses, etc. Donc j'ai fait énormément de choses pour venir à bout de mes troubles digestifs. Et d'ailleurs, au niveau des symptômes, moi ça se manifestait principalement par des ballonnements, donc vraiment le ventre qui gonfle énormément, avec de la douleur, parce qu'il y a certaines personnes qui ont, entre guillemets, juste le ventre qui gonfle, ce qui est déjà très très énervant et très inconfortable, mais moi, et comme c'est le cas de beaucoup de personnes, il y avait vraiment en plus de la douleur, donc vraiment pas agréable, de la fatigue, voilà, un peu une digestion pas simple, vraiment voilà, une digestion pas simple, tout était un peu perturbé,
voilà, c'était pas la fête. Et surtout, ça a impacté quand même beaucoup ma vie parce que surtout quand j'ai commencé la vie active, c'est un peu un moment qui est stressant, on a envie de faire les choses bien. Moi c'était une période où je savais pas trop ce que je faisais là non plus et voilà, en tant que jeune femme en plus avec le ventre qui gonfle tout le temps, enfin en termes de confiance en soi, voilà, c'était pas génial, franchement je le conseille pas, c'était pas super. Et puis ça a été de pire en pire, voilà, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, donc l'idée c'est pas de vous refaire tout le parcours, mais c'est plus voilà de vous dire moi à quel point ça a commencé à vraiment impacter ma vie quotidienne, à un point où ça devenait vraiment invivable puisque les symptômes se sont vraiment amplifiés au point où j'étais tordue de douleur quasiment tous les jours, le ventre qui gonfle énormément, donc tout tournait autour de ça, vraiment ma vie tournait autour de ça, de me dire comment je vais m'habiller pour essayer de cacher un peu mon ventre qui gonfle au fur et à mesure de la journée, enfin voilà, c'était un vrai casse-tête et c'était vraiment pas sympa. Donc j'ai commencé à chercher des solutions, je me suis fait accompagner, etc. Donc le premier élément qui a vraiment changé les choses pour moi, c'est la découverte de ce gène FUT2 qui, pour la faire très courte, va un peu réguler la sécrétion de mucus dans tout le corps et principalement dans le système digestif. Et il se trouve qu'il y a différents profils, dont un profil qui est ce qu'on appelle non sécréteur, donc c'est-à-dire qu'il va sécréter un mucus de moins bonne qualité et en moins grande quantité, ce qui va impacter tout le système digestif puisqu'on a absolument besoin de ce mucus pour protéger toutes les muqueuses, pour aussi faire un petit nid douillet pour toutes les bactéries de notre microbiote. Tout ça j'en parle dans un autre épisode, donc je vous remettrai le lien en description de celui-ci si vous voulez aller l'écouter. Mais effectivement ça, moi, ça a été le premier vraiment gros pilier de changement dans mes troubles digestifs puisque je me suis rendu compte que j'étais profil non sécréteur suite à une analyse et donc j'ai pris du fucosilactose qui est un peu le seul moyen aujourd'hui en tout cas qui existe pour contrer ce gène FUT2 non sécréteur et donc ça a vraiment soulagé déjà en grande partie mes troubles digestifs. Mais il se trouve qu'il restait quand même des symptômes. J'avais quand même de temps en temps encore des symptômes qui étaient pas très sympas et surtout des périodes où vraiment les symptômes avaient tendance à revenir, à flamber, où là je me retrouvais quasiment en crise, pas comme avant quand même, mais pas loin. Et là je me disais bon, il y a encore des choses à faire, c'est pas possible, j'ai pas trouvé le cœur du problème et surtout ça me permet de revenir aussi sur ce que je disais en intro, c'est qu'il y a rarement une seule cause. Et ça, je sais que c'est dur à accepter, parce que moi, la première, j'adorerais qu'il y ait une seule cause et donc un seul remède, et hop, tout va mieux, tout est terminé, il n'y a plus du tout de problème. Il faut savoir que, principalement, dans le cas des symptômes digestifs, des troubles digestifs, il n'y a pas qu'une cause, donc il n'y a pas qu'un seul remède. Donc effectivement, le fait de me rendre compte que j'étais FUT2 non sécréteur et de prendre du fucosilactose, ça a grandement aidé, mais ça n'a pas suffi puisqu'il n'y a jamais une seule cause, ou jamais, non, dans certains cas il y a une seule cause, mais c'est quand même très rare. En général, surtout quand c'est des choses qui sont présentes depuis longtemps, ça a créé un tel déséquilibre qu'en fait on se rajoute un peu des couches de problèmes, si je puis dire, c'est un peu ça. Donc voilà, donc effectivement, le fait de prendre du fucosilactose, ça m'a grandement aidé, mais ça n'a pas suffi, puisqu'il y avait forcément d'autres choses qui étaient un peu cachées derrière, ou en tout cas qui s'étaient rajoutées derrière. Donc j'ai décidé, comme je l'ai évoqué aussi dans d'autres épisodes, de me faire accompagner par une médecin micronutritionniste, tout simplement parce que s'occuper de son propre cas, c'est hyper compliqué, parce qu'on n'est pas objectif, parce qu'on fait les choses un peu n'importe comment, parce qu'on n'a aucune patience, on a envie de tout tester en même temps, et si on n'a pas de résultat au bout de 48 heures, on se dit « Ah non, c'était pas la bonne idée, je change, je fais autre chose ». Bref, on fait n'importe quoi. Donc je me suis dit, bon, il y a un moment, j'arrête d'essayer de faire tout et n'importe quoi, de faire les choses dans une logique qui n'a aucune logique, justement, et je remets ça entre les mains d'un autre professionnel qui va pouvoir m'aider sur tout ça. Et ça a été une très très bonne décision, parce que cette personne m'a justement permis de reprendre les choses étape par étape, et d'arrêter d'essayer de tout faire en même temps. Donc j'ai fait énormément d'analyses pour essayer d'y voir plus clair. J'ai notamment fait de nouveau, parce que j'avais déjà fait, mais de nouveau une analyse de microbiote. On a fait des analyses au niveau de mon niveau de stress, etc. Et surtout, j'ai fait une analyse pour voir si j'avais une candidose. Et ça, c'est un truc que je n'avais encore jamais fait, parce que, pour une raison que j'ignore, limite, j'ai envie de dire, je pensais que je n'étais pas concernée par la candidose. Je me disais, non, la candidose, franchement, j'ai pas les symptômes, je pense que je ne suis pas concernée, ça sert à rien de faire une analyse et de payer pour rien, puisque je connais déjà le résultat. Sauf que ça, c'était en considérant que la candidose, elle donne des symptômes assez classiques, qu'on connaît un peu tous en naturopathie, qui sont
en général des mycoses. Déjà, voilà, en général, candidose égale mycose, donc mycose vaginale ou mycose des ongles ou mycose de la peau, ou bref, voilà, des mycoses. Ça, c'est un peu le premier symptôme auquel on pense. Or, moi, des mycoses, j'en ai eu étant plus jeune, j'en ai même eu étant assez jeune. Je pense qu'au tout début de la puberté, un jour comme ça, j'ai eu une mycose vaginale, truc sorti de nulle part, où je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'était assez perturbant et bon, c'était pas très agréable parce que j'étais quand même assez jeune, donc normalement on n'est pas trop censé être concerné par ça à l'âge où j'en ai eu une. Déjà, ça aurait dû me mettre sur la piste, mais bon, à l'époque je savais pas du tout tout ça, hein, et mon entourage non plus. Ensuite j'en ai eu plus tard, effectivement, je sais plus, vers la vingtaine, 25aine, un truc comme ça. Mais depuis, je n'en avais plus. Donc voilà, moi je me disais, bah non, je suis pas concernée. Et puis la candidose, on pense aussi à des envies de sucre incontrôlables. Voilà, souvent c'est un peu les deux trucs qui reviennent, des démangeaisons, des trucs un peu bizarres. Et franchement, ça, autant j'ai été concernée il y a quelques années. Et puis il faut savoir que moi j'étais vraiment un bec sucré avant, donc j'ai mangé énormément de sucre étant enfant, adolescente, jeune adulte, voilà, jusqu'à il y a encore, je sais pas, peut-être 10 ans, ouais, à peu près. Vraiment, je ne vivais que pour ça, hein, je ne vivais que pour la pâtisserie, les trucs sucrés et tout, j'adorais ça. Donc voilà, mais c'est plus le cas, donc c'est vraiment plus le cas depuis de nombreuses années. Donc vraiment, moi je me disais, bah non, j'ai pas les symptômes, je suis pas concernée. Sauf que plus j'ai commencé à me former à la naturopathie, à la micronutrition, vraiment à approfondir les troubles digestifs, plus j'ai commencé à comprendre que les symptômes un petit peu classiques que l'on connaît, donc encore une fois mycose, envie de sucre, démangeaisons, etc., c'est pas toujours les symptômes les plus évidents d'une candidose. Enfin, oui, en général, quand ils sont là, on peut supposer qu'il y a une candidose digestive, mais bien sûr, il faut vérifier. Mais surtout, la candidose, elle peut entraîner d'autres symptômes beaucoup plus sournois qui font qu'on ne pense pas forcément à elle en première intention. Et ça a été effectivement ce qui a changé la donne pour moi, puisque certains des symptômes que l'on peut lier à la candidose, c'est de la fatigue inexpliquée. Moi, ça, je suis un peu abonnée à ça quand même, hein. J'ai quand même des grosses périodes de fatigue, je ne comprends pas pourquoi. La fatigue après les repas aussi, ça m'arrivait quand même assez souvent. Et des ballonnements notamment, donc ça c'était quand même, là ça faisait deux choses quand même que je cochais un peu dans le tableau de bah oui, ça pourrait peut-être être ça, sauf que ça peut être lié aussi à tellement d'autres choses que je ne sais pas pourquoi j'étais clairement dans le déni en me disant mais non, je ne suis pas concernée par la candidose. Sauf que effectivement la médecin micronutritionniste qui m'a accompagnée m'a dit on va faire toutes les analyses, comme ça on aura toutes les réponses. Grand bien lui en a pris, puisque effectivement j'ai fait des analyses et notamment l'analyse pour voir si j'avais une candidose, et il se trouve que je n'ai jamais vu des résultats comme ça. Et pourtant, j'en ai vu passer pas mal, des analyses de microbiote, de candidose, etc. Je n'ai jamais vu des résultats aussi élevés que les miens. Je ne savais même pas que c'était possible. C'est-à-dire que, pour vous expliquer un peu, le labo présente ça sous forme de graphique, où en fait, on peut être soit dans le vert, soit dans le orange, soit dans le rouge. Donc déjà, à partir du moment où on est dans le orange, on considère qu'il y a une candidose. Sauf que moi, je n'étais pas dans le orange, j'étais dans le rouge. Sauf que mon résultat d'analyse, qui se matérialise par une petite ligne noire qui est horizontale et donc qui arrive soit dans le vert, soit dans l'orange, soit dans le rouge, moi elle dépassait même le rouge, c'est-à-dire que je rentrais même pas dans la case. Pour vous dire. Et je n'ai jamais vu ça. Je pense qu'il doit y avoir d'autres personnes qui sont dans mon cas, hein, bien sûr, mais pour en avoir vu passer quand même des dizaines, je n'ai jamais vu ça. Donc au début, j'ai cru que le labo s'était trompé, et puis à un moment, je me suis quand même rendue à l'évidence de me dire que, en fait, non, peut-être que, oui, j'étais bien concernée par la candidose. Donc la médecin, effectivement, micronutritionniste, m'a dit, oui, là, clairement, on va arrêter de tergiverser, il y a une belle candidose, on va s'en occuper, et ensuite, on verra. Donc encore une fois, elle m'a aidée à travailler par étapes. Donc elle m'a dit on s'occupe d'abord de la candidose, on fait d'autres tests en complément, donc j'ai notamment passé un test pour voir si j'avais un SIBO, etc. Bon, effectivement il se trouve que j'avais un petit SIBO, enfin l'analyse n'était pas très claire, mais il semblerait que j'avais un petit SIBO, mais elle m'a dit on commence par la candidose et on s'occupera du reste ensuite. Donc bonne élève, moi j'ai suivi ses conseils. Donc qu'est-ce qu'on fait pour s'occuper d'une candidose ? Alors il y a un peu plusieurs protocoles. Soit on le fait à la méthode en phyto, donc en naturopathie en général c'est ce qu'on fait, hein, donc on va utiliser des choses à base d'ail, pourquoi pas d'origan, etc., un peu des plantes antifongiques qui vont aider à aller effectivement éliminer un peu tous les champignons présents, donc notamment le Candida albicans, qui est responsable de la candidose digestive.
Et en parallèle de ça, on va essayer d'arrêter de nourrir ce fameux candidat albicans qui adore le sucre et un peu tous les glucides en général. Donc on va essayer d'adopter une alimentation, ce qu'on appelle anti-candida, qui va être plutôt très faible en sucre et en glucides, et riche plutôt en protéines, bonnes graisses, aliments antifongiques comme l'ail, l'huile de coco, etc. Voilà, globalement c'est un peu ça. Ou il y a la méthode plus médicale, que moi j'ai suivie du coup vu que j'étais accompagnée par une médecin micronutritionniste, qui est du coup un traitement à la... moi c'était de la mycostatine. En général c'est ça que les médecins me donnent, donc ça c'est vraiment, il faut une ordonnance, c'est voilà, quelque chose qui est en plus pas évident à trouver. Moi en pharmacie ils ont dû le faire préparer par une autre pharmacie, enfin voilà, c'est un truc, ça fait un peu remède, vous savez, remède de grand-mère un peu qu'on refait à la main en pharmacie. Et donc j'ai eu un traitement à la mycostatine durant 6 semaines. Et je devais faire rien d'autre. Enfin rien d'autre. Au niveau alimentation, de toute façon, elle savait que je mangeais déjà très très peu de sucre raffiné, assez peu de glucides. Enfin je veux dire, j'ai une consommation assez raisonnée. C'est-à-dire je mange pas cétogène, je mange quand même des glucides et un peu de sucre, mais vraiment de manière très très raisonnée. Je mange très très peu de choses industrielles, etc. Donc bon, j'avais déjà quasiment une alimentation anti-candida. Et aussi, parce qu'il y a une question qui peut se poser en cas de candidose, c'est de voir est-ce qu'il faut s'attaquer au biofilm, puisque le candida albicans a quand même cette particularité qu'il va s'implanter dans la muqueuse intestinale et il va créer autour de lui ce qu'on appelle un biofilm, comme un peu une espèce de carapace qui le rend quand même assez résistant à pas mal d'éléments antifongiques comme l'ail, l'origan, etc. Et donc, souvent quand on s'occupe d'une candidose, surtout quand elle est installée depuis longtemps, il faut s'occuper des biofilms. Là en l'occurrence, avec la mycostatine, il n'y a pas forcément besoin puisque c'est vraiment un truc médical, donc qui du coup va s'attaquer au candidat albicans quelle que soit sa forme et voilà, quelle que soit sa petite carapace, etc. Et c'est quelque chose qui normalement ne traverse pas la barrière intestinale, donc ça s'occupe vraiment du candidat albicans présent dans l'intestin. Et moi effectivement, je pense que cette candidose, elle était présente depuis... pas toujours, parce que je suis pas née avec, mais depuis très très longtemps, et pour cause, vous voyez, je vous dis, j'ai eu une mycose vaginale, je pense que j'avais, je sais pas, 10-12 ans, enfin vraiment, j'étais vraiment très jeune, et ça c'est des choses où normalement on n'est pas trop concerné par ça, c'est plutôt des choses qu'on a à l'adolescence, à l'âge adulte, etc. Donc déjà rien que ça, j'avais aussi ce qu'on appelle, je ne sais plus, j'ai plus le nom qui me vient, mais vous savez quand on a une petite fissure au coin des lèvres, et que en fait ça commence un peu à, pas à s'infecter, mais ça devient, enfin ça met beaucoup de temps à cicatriser, j'avais tout le temps ça quand j'étais plus jeune. Je pensais que c'est simplement parce que j'avais les lèvres gercées et qu'il faisait froid et donc je mettais du baume à lèvres, sauf qu'en fait j'ai appris plus tard en me formant à tout ça que c'est dû à un champignon, et ça aussi c'est un signe potentiellement d'une candidose. Donc tout ça, en fait j'avais tous les signes, j'avais tout ça, je faisais des grosses hypoglycémies quand j'étais plus jeune, juste parce que je mangeais trop de sucre et après j'avais des grosses envies de sucre, enfin voilà, je pense que vraiment cette candidose elle était là depuis très 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 longtemps, et comme je m'en suis jamais occupée, la candidose c'est rarement quelque chose qui disparaît tout seul. En général c'est quelque chose qui se met un peu en veille et qui reste là, qui reste présent. Donc effectivement comme j'ai arrêté de manger du sucre et des choses voilà, vraiment qui nourrissent le candidat albicans, du coup elle s'était mise en veille, mais en fait elle était là depuis toujours, et dès qu'effectivement je mangeais, je me rendais bien compte que c'était principalement quand je mangeais du sucre ou beaucoup de glucides que j'avais tendance à vraiment ballonner. Bon voilà, clairement la petite candidose elle était là, elle m'accompagnait depuis toutes ces années, et puis elle restait là, et elle se manifestait de temps en temps, mais pas sous les formes classiques. Donc j'ai pris ce traitement à la mycostatine, honnêtement les 3 premières semaines ont été un peu rock'n'roll, parce que alors là ça a déclenché des ballonnements de l'enfer, j'avais beaucoup de mal à digérer, j'avais l'impression que mon estomac aussi ne digérait plus rien, j'avais des lourdeurs digestives, l'impression d'avoir une brique dans l'estomac en permanence, enfin je me disais écoute, accroche-toi, ça doit être effectivement les effets secondaires du traitement, et effectivement c'est le cas en général quand on s'attaque à une candidose, les premiers jours, premières semaines, il y a quand même pas mal de symptômes qui peuvent être pas très sympas et qui peuvent se manifester sous différentes formes, voilà, ça peut être aussi des maux de tête, ça peut être un peu des signes comme une détox quoi, mais voilà, dans le sens pas très sympa. Donc les 3 premières semaines ont été pas génial, et les 3 dernières semaines, là ça a été un gros changement, c'est-à-dire qu'au bout à peu près de 3-4 semaines, là j'ai commencé à vraiment voir une différence, c'est-à-dire que mes ballonnements ont disparu. Mais disparu à 99%. C'est-à-dire que moi qui avais des ballonnements quand même en période de crise absolument tous les jours, et bien là je n'avais
plus rien. Et j'ai aussi ressenti vraiment un espèce de regain d'énergie, en tout cas comme si on m'avait enlevé un peu un poids des épaules, moi qui avais toujours cette fatigue un peu latente. Bon, c'est quand même quelque chose qui, je pense, m'accompagnera toujours, parce que je me suis rendu compte aussi via ces analyses que j'étais carrément en carence d'iode, donc ma thyroïde était un petit peu faiblarde, donc je me supplémente en iode aussi pour remonter tout ça. Ça aussi, ça a beaucoup joué. Et d'ailleurs, ça joue aussi, la thyroïde, ça joue aussi beaucoup sur la digestion. Et une hypothyroïdie peut tout à fait laisser la porte ouverte à une candidose. Donc vous voyez que vraiment tout est lié, tout est interconnecté. Et aussi, un profil FUT2 non sécréteur, c'est aussi la porte ouverte à une candidose, puisque le mucus, qui est normalement protecteur de la muqueuse intestinale, là ne fait pas son boulot. Donc le Candida albicans, lui, il arrive, il pose ses valises, il s'implante dans la muqueuse, il se développe plus que de raison. Donc voilà, donc vous voyez que vraiment, c'est en ça que je vous dis qu'il n'y a pas une seule cause, c'est que tout est vraiment interconnecté, et c'est pour ça qu'il faut aller s'occuper un peu de tous les tableaux, alors pas tous en même temps, comme me l'a bien rappelé cette médecin micronutritionniste. Moi qui suis pas patiente, j'ai envie de tout faire en même temps. En général, il faut vraiment y aller par étapes, mais par contre, il faut se souvenir de tout ça, qu'effectivement, là j'avais une belle candidose, qu'on a, je vais finir de vous raconter l'histoire, mais je fais une petite parenthèse. Donc on a réussi à supprimer a priori avec ce traitement, mais il faut quand même garder un œil sur la thyroïde. Il faut que je prenne du fucosilactose vu que je suis FUT2 non sécréteur, puisque si je m'occupe pas de tout ça, forcément elle va revenir en fait, cette candidose. Si elle s'est installée, c'est pas pour rien, et si on change pas non plus le terrain, elle va forcément revenir. Donc voilà, les 3 premières semaines pas très sympa au niveau des symptômes, les dernières semaines beaucoup mieux. Donc vraiment j'ai vu une différence au niveau des ballonnements, au niveau du transit aussi qui était beaucoup plus régulier, et surtout au niveau de ma peau. Il faut savoir que moi j'ai toujours eu un peu une peau pas trop mal, je me plains pas parce que j'ai vraiment quasiment pas eu d'acné étant jeune, j'ai pas trop été embêtée avec ça en tout cas. En revanche, j'ai toujours eu une peau assez réactive, la dermato me dit toujours vous avez une peau atopique, donc effectivement qui réagit à tout, dès qu'il fait froid, dès qu'il fait chaud, dès que je mets un produit, si je mets un produit qui est pas sans parfum, etc., j'ai la peau qui réagit, enfin voilà. Et j'avais toujours un peu la peau comme un peu rugueuse, surtout sur les joues, un peu, autour de la bouche, sur les joues. Et c'est vrai qu'au début j'ai pas fait le rapprochement, mais un jour je me dis tiens c'est marrant, j'ai la peau qui est devenue toute douce, et qui est plus du tout rugueuse, qui est moins rouge qu'avant, et d'un coup je me dis mais est-ce que ce serait pas lié au traitement contre la candidose? Et il faut savoir qu'effectivement la candidose digestive elle peut aussi bien sûr entraîner une espèce d'inflammation sous-jacente, latente, et elle peut aussi se manifester sur la peau, puisqu'on a aussi un microbiote sur la peau, donc forcément si le microbiote intestinal est perturbé, le microbiote cutané le sera aussi. Et donc ça c'était un peu le bonus, la cerise sur le gâteau, mais effectivement j'ai vraiment vu une différence par rapport à l'aspect de ma peau. Et aussi donc comme je vous le disais au niveau de la fatigue, de la digestion en général, du transit, etc. Donc je suis retournée voir effectivement la médecin micronutritionniste suite à ça, qui était très contente effectivement de ses résultats. Alors je n'ai pas refait de test pour vérifier si la candidose avait disparu ou pas. Ça c'est quelque chose que je pense que je referai, mais pour être tout à fait honnête j'en ai un peu ras-le-bol des analyses, j'en ai fait tellement ces derniers mois et ces dernières années que déjà ça coûte un bras, et en plus de ça franchement j'en avais ras-le-bol parce que souvent c'est des analyses où il faut faire pipi dans des bocaux, il faut faire caca dans des bocaux, enfin c'est quand même des trucs qui sont assez contraignants. J'ai fait des milliers de prises de sang aussi, enfin j'exagère pas des milliers heureusement sinon je n'aurais plus de sang, mais voilà vraiment j'ai un peu saturé de tout ça et je voulais refaire une analyse là en fin d'année 2024 et j'ai pas eu la foi. Je me suis dit franchement j'en ai ras-le-bol des analyses, je la ferai sûrement plus tard parce que ce serait intéressant quand même de savoir concrètement au niveau de l'analyse qu'est-ce que ça donne, mais en tout cas au niveau des symptômes c'est vraiment le jour et la nuit, mais je me demande pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. Je m'en veux un peu d'avoir été persuadée que moi j'étais pas concernée parce que je ne sais pas pourquoi j'étais au-dessus de tout ça. Je me dis mais pourquoi je m'en suis pas occupée avant, franchement ça m'a tellement changé la vie. Donc voilà, vraiment aujourd'hui c'est le jour et la nuit. Alors je rajouterai quand même un petit bémol par rapport à ça en sachant que je suis très consciente, et ça c'est quelque chose que je dis souvent aussi aux naturopathes et aux personnes qui ont des troubles digestifs, je suis bien consciente que ce n'est pas linéaire. Donc c'est pas parce que aujourd'hui ça va 1000 fois mieux au niveau de mon ventre que ça va forcément aller mieux toute ma vie et que c'est bon, tout est résolu. Encore une fois, il faut s'occuper du terrain. Je sais que j'ai un terrain qui est quand même propice à la candidose puisque je suis profil FUT2 non sécréteur.
j'ai tendance à quand même être souvent en carence d'iode, donc forcément ma thyroïde est un petit peu au ralenti, et ça c'est aussi la porte ouverte à plein de choses dont une candidose, donc tout ça je fais attention à ça. Et je sais aussi que peut-être que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, je vais de nouveau avoir des crises, avoir des troubles digestifs. Et c'est ok, je pense que ça fait un peu partie du package parce que moi j'ai toujours vécu avec ça. Donc ça veut dire qu'il y a un gros déséquilibre qui s'est créé quand j'étais petite. Bon ça c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler toute ma vie. Ça, j'accepte ce fait-là, de toute façon je ne peux rien y faire, donc je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter. Et d'ailleurs, la médecin micronutritionniste m'a aussi rappelé une chose qui est importante, c'est que le candidat albicans, il faut aussi parfois, pour aider à ce qu'il ne revienne pas, ça peut être intéressant de prendre certains probiotiques qui vont justement un peu combattre le candidat albicans, en tout cas jouer en compétition avec lui pour prendre la place et éviter qu'il ne se développe. Donc encore une fois, c'est quelque chose sur lequel je vais travailler un peu toute ma vie. Je pense que elle m'a conseillé de faire cette cure de probiotiques plusieurs fois, on va dire quelques fois dans l'année, je sais pas, 2 fois dans l'année par exemple, ou si je sens que là je commence à avoir de nouveau des symptômes, etc. Donc ça c'est un point qui est quand même important de se rappeler que à la fois il ne faut jamais négliger les causes profondes, parce que vous voyez, j'ai beau le rappeler à longueur de journée, quand je vous dis que pour soi on est vraiment nul, pour moi j'ai été assez nulle parce que je pensais que j'étais au-dessus de tout ça. Or, si je m'étais occupée de cette candidose il y a bien longtemps, ça m'aurait clairement changé la vie. Donc il faut jamais sous-estimer les causes profondes et vraiment aller creuser toutes les possibilités et essayer d'aller vérifier toutes les causes qui peuvent être là par rapport aux troubles digestifs. Et puis il faut aussi se rappeler que, encore une fois, c'est pas juste on s'en occupe une fois et tout va mieux. Je sais qu'il va falloir que toute ma vie je travaille sur mes intestins, sur mon syndrome de l'intestin irritable comme on l'appelle, sur mon équilibre nerveux aussi, puisque je sais que tout ce qui est stress, etc., ça joue aussi sur le candidat albicans, sur les troubles digestifs en général, voilà. Donc ça il faut pas oublier. Mais vraiment ça a été un énorme changement pour moi, et même pour vous dire, après ce traitement à la mycostatine, j'ai eu des soucis de santé qui m'ont obligée à prendre des antibiotiques, 2 cures d'antibiotiques l'une après l'autre. Moi qui déteste prendre des médicaments, j'étais pas ravie, mais je n'ai pas eu le choix. J'ai pris aussi des anti-inflammatoires, des corticoïdes, donc vraiment le cocktail génial pour se flinguer l'intestin et repartir en crise directe, et il se trouve que ça n'a pas du tout été le cas. Alors oui, pendant que je prenais les antibiotiques, les corticoïdes, ma digestion n'était pas au top, on va pas se mentir, ce qui est quand même plutôt normal. Et j'ai aussi, pendant le traitement antibiotique, j'ai pris des probiotiques spécialement créés pour combler un peu, compenser les antibiotiques, donc qui sont à prendre à distance, bien sûr, à au moins 2 heures de distance des antibiotiques, sinon forcément l'effet s'annule, mais ça a permis aussi de limiter la casse. Mais effectivement, quand j'ai revu la médecin micronutritionniste après, en lui expliquant tout ça, elle me dit « Et malgré ça, vous êtes ok niveau digestion ?» Et je lui dis « J'en suis la première surprise, mais oui, pour l'instant, ça ne m'a pas chamboulé tant que ça, vraiment, ça a été. » Alors que vraiment, j'ai pris des doses de médicaments que ça faisait des années que je n'avais pas pris. Je me suis dit « Ça y est, c'est bon, on va repartir à zéro, ça va être la grosse catastrophe. » Pour l'instant, ça va. On va voir ce que ça donne, bien sûr, dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Mais pour l'instant, en tout cas, malgré ça, ça n'a pas tout rechamboulé. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir mis le doigt sur quelque chose qu'effectivement je traînais depuis hyper longtemps et sur lequel on a enfin pu travailler, même si encore une fois je reste vigilante et je pense que non seulement je vais prendre des probiotiques pour compenser, faire un peu compétition avec le candidat albicans et éviter qu'il ne revienne, adapter aussi bien sûr mon hygiène de vie, mon alimentation, mais ça je le faisais déjà, et je n'hésiterai pas aussi à refaire des analyses de temps en temps, surtout si je sens que j'ai des symptômes qui reviennent, parce qu'effectivement il suffira sûrement pas d'une seule fois pour traiter cette candidose, pour les points que j'ai évoqués avant, qui font que j'ai quand même un terrain propice à tout ça. Mais voilà, je voulais vraiment vous partager tout ça pour vous rappeler, si vous êtes naturopathe, professionnel du soin, que c'est important de ne négliger aucune piste, même si une personne n'a pas forcément les symptômes les plus évidents, parce qu'encore une fois je pensais que je n'étais pas du tout concernée par ça, et que c'est vraiment important de poser les bonnes questions sur les habitudes alimentaires, le stress, les antécédents médicaux, mais aussi d'aller chercher un peu les petits symptômes. Moi c'est vrai que c'est vraiment un truc que je faisais en consultation, je creusais énormément les symptômes des personnes, et je sais que des fois elles étaient un peu étonnées, parce que je leur disais mais là vous avez tel symptôme, mais est-ce qu'on peut creuser, est-ce que c'est plus comme ça, est-ce que... Et vraiment les personnes étaient là, alors attendez, oui c'est plus comme ça effectivement, c'est vraiment des questions qu'elles s'étaient jamais posées elles-mêmes, mais qui sont hyper importantes parce que
Effectivement, de manière objective, je pense que si mon cas, je l'avais eu en consultation, je l'aurais vu cette candidose, mais comme c'était pour moi, je suis passée à côté. Mais la fatigue après les repas, les ballonnements, il y a quand même des choses où j'aurais pu me dire, oui, quand même, là, on va tester la candidose. Et vous voyez, ça a été le cas de la personne qui m'a accompagnée. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment négliger aucune piste. Il faut pas hésiter à aller vraiment creuser tout ça. Et puis, si vous n'êtes pas naturopathe ou professionnel, mais que vous avez un peu des symptômes comme de la fatigue chronique, des troubles digestifs ou aussi des infections à répétition, ça peut aussi être très lié à une candidose, c'est important de ne pas vous auto-diagnostiquer, mais en revanche, de ne pas hésiter à aller creuser avec un professionnel et de voir s'il est possible de faire des analyses pour essayer d'y voir un petit peu plus clair par rapport à tout ça. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Avant de vous faire la conclusion, je voulais vous reparler comme promis du Pianto, ce fameux complément alimentaire liquide qui allie les bienfaits de la fermentation et un concentré de micronutriments essentiels tels que du magnésium, des acides aminés, des antioxydants, des vitamines et bien plus encore. Il est quand même hyper complet. Et on l'a vu dans cet épisode, mais quand on souffre d'une candidose digestive, il y a aussi beaucoup de compléments alimentaires qui risquent un peu de faire plus de mal que de bien et provoquer notamment des ballonnements et autres inconforts digestifs. Moi, ça a été aussi beaucoup mon cas. Il y a certains compléments alimentaires ou certains probiotiques que je prenais et c'était encore plus la cata qu'avant. Je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant je sais, effectivement. L'avantage avec le Pianto, c'est qu'il est bénéfique pour tout le monde, même pour les intestins sensibles et même en cas de candidose ou de SIBO ou d'intolérance au FODMAP, de côlon irritable, etc. Grâce à leur processus de fabrication et notamment à l'étape de lyse, les molécules complexes sont décomposées en molécules plus simples, ce qui permet une assimilation rapide et efficace des micronutriments par l'organisme. Et ça permet le fait que le Pianto ne va pas aggraver la prolifération des mauvaises bactéries dans l'intestin, ni risquer de provoquer des ballonnements. Au contraire, il va nourrir le tube digestif, améliorer la diversité et rééquilibrer la flore intestinale. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour tous les bidous sensibles. Alors profitez de 10% de réduction avec le code Pianto10 pour découvrir ou redécouvrir ce complément intestin friendly. Voilà, on en arrive à la fin de cet épisode. Donc pour conclure et vous rappeler un peu le message clé, c'est que déjà traiter la candidose, ça consiste pas simplement à éliminer un champignon, c'est aussi rétablir un équilibre global, s'occuper vraiment du terrain, mais vraiment tout ça, ça peut changer la vie. Et si vous vous reconnaissez dans mon histoire ou si vous avez des clients qui présentent ces signes, creusez la piste de la candidose, vraiment vous pourrez grandement les aider si jamais ils ou elles sont concernés. Bien sûr, tout ce que je vous ai dit sur la candidose, c'est quelque chose que l'on creuse en détail, en long, en large et en travers dans ma formation Naturodigest, qui est la formation à destination des naturopathes pour confirmer, renforcer et devenir expert en prise en charge des troubles digestifs. On parle de la candidose, mais pas que, bien sûr, on parle de tous les troubles digestifs en passant par le SIBO, les troubles du transit, les maladies inflammatoires chroniques intestinales, le syndrome de l'intestin irritable, etc., etc. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous remets le lien en description de cet épisode. J'espère que cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager avec d'autres professionnels ou personnes concernées par le sujet et n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, ça aidera vraiment le podcast à se faire connaître. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.